Tectonique, la tech qui fait bouger les lignes. Cours au plus bas, prix de l'énergie au plus haut, volatilité excessive, fraude, hacking en tout genre, les crypto-monnaies et leurs avatars publient des vents contraires qui rassurent ceux qui détestent les terres et sont doutés de qui vénère le Bitcoin. Pourtant, les cryptos et plus largement les briques technologiques du Web3 pourraient avoir le potentiel de transformer profondément nos vies quotidiennes à bas bruit. C'est la définition même de la tech qui fait bouger les lignes. On a 30 minutes pour en parler avec un insider. C'est un ingénieur qui aime penser l'avenir, entrepreneur, auteur, conférencier, chroniqueur aux Échos et bien connu pour avoir apporté les conférences TED en France en organisant TEDx Paris. Bonjour Michel Lévy-Provençal. Bonjour Julien. Alors Michel, pour commencer, à ton avis, et c'est un peu le titre de ce podcast, est-ce qu'on est en train de connaître le début de la fin des cryptos, c'est-à-dire la fin de cette vague de hype qui a emporté tout sur son passage, ou c'est simplement la fin du début, c'est-à-dire qu'on est un peu dans un creux de la vague, mais on va se retrouver avec quelque chose qui n'est pas une tendance du moment, mais vraiment une tendance durable et qui risque de transformer des choses profondément, à ton avis? C'est la question à $1 million que tu me poses là. Non, en fait, honnêtement, il y a plusieurs réponses possibles à cette question. Il y a une réponse, je dirais, plutôt intuitive, une opinion, et une réponse qui peut s'appuyer sur des grands modèles ou sur des lois d'évolution des technos, et puis une réponse qui peut être une réponse analogique par rapport à ce qu'on a pu vivre par le passé. Fais-nous les trois. Celle du milieu, c'est la courbe de Gartner, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut par exemple analyser la courbe du Gartner et se demander si on n'est pas en plein dans la phase de désillusion et qu'au contraire, là, on va rentrer dans la phase la plus intéressante, c'est-à-dire le plateau de productivité. Et donc, c'est bien la fin du début et certainement pas le début de la fin, mais le début d'une grande aventure, si on suit la courbe du Gartner. Après, on peut aussi regarder ce qui s'est passé par le passé. Tu vois, moi, j'ai tendance parfois à comparer, par exemple, à ce qui s'est passé pendant la bulle Internet, entre 99 et 2001. Si tu prends un exemple qui est celui des grandes plateformes, et en particulier, prenons Amazon, par exemple, tu regardes tout simplement le cours d'Amazon autour de 2001, et il y a quand même une chute brutale et une remontée lente, mais quand même conséquente du cours d'Amazon entre 2001 et 2012. Alors que à la même époque, il y a eu beaucoup de projets de plateformes, et d'ailleurs concurrents d'Amazon. Je me rappelle, je ne sais pas si tu te rappelles de BOL, qui avait été une plateforme. Bertelsmann Online. Exactement, c'était Bertelsmann qui était parti en flèche, et puis qui s'est complètement écrasé, quoi. Et donc, et pourtant, Amazon a surperformé. Donc, il y a plein de projets comme ça, crypto, qui aujourd'hui chutent avec scandale, sans citer le plus récent, FTX, mais qui ne veulent pas forcément dire que c'est la fin de ce secteur. Mais il y a plein d'idées dans ce que tu dis, et deux sur lesquelles je vais rebondir, parce que la première, c'est Amazon. Amazon finalement subit une sorte de bulle Internet où on investissait des milliards, en fait, des milliards de dollars dans un modèle qui était finalement pas prouvé, et du coup à un moment tout le monde a eu peur, a voulu retirer ses billes. Effectivement, on a connu ce creux de la vague de tout un tas d'entreprises, et dont Amazon est sorti évidemment la tête haute, on le sait tous. Mais Amazon, on comprend le modèle. Enfin, à la fin, on vend quand même des livres. À l'époque, en tout cas, on vend principalement des livres et puis des biens physiques. Là, on est quand même évidemment dans quelque chose de virtuel. Et ça, c'est probablement un paradigme très, très différent dans la compréhension de cette bulle. C'est qu'on est sur quelque chose qui est beaucoup plus spéculatif du point de vue, y compris du produit lui-même. Enfin, si tant est qu'on puisse appeler ça un produit. Et ça, je pense que c'est assez différent finalement avec la bulle qu'on a connue au début des années 2000 avec Amazon, non ? Oui, et en même temps, je pense qu'on parle avec beaucoup de recul maintenant, parce que c'est vrai que le cas d'Amazon est particulier. Ils vendaient des produits, à l'époque, qui étaient des produits physiques. Ils vendent toujours d'ailleurs des produits physiques, mais pas que des produits physiques. Je rappelle quand même que la plus grosse partie du business d'Amazon, c'est pas de vendre des produits physiques, c'est de vendre de la pub qui met en avant les produits qu'ils vendent. C'est comme ça qu'ils font leur marge. Ouais. Mais oui, c'est comme ça qu'ils font leur marge. Mais tu vois, par exemple, si tu prends le cas de Google, à l'époque, au tout début de Google, il n'était pas évident qu'il y ait un business model. Et de la même manière, aujourd'hui, toutes ces crypto-monnaies qui
promettent quelque chose d'intéressant quand même, qui est la valorisation d'éléments numériques, donc intangibles, qui sont a priori copiables ad vitam et de manière abondante et sans limite, qui permet de créer de la valeur en créant de la rareté dans cet univers-là. Donc, quel business model et quel débouché on pourrait imaginer? Une multitude. On peut s'amuser à se projeter, par exemple, l'évolution de ce que pourrait être Twitter dans 5 ans, avec le prisme des crypto-monnaies en perspective. Alors justement, c'est quoi quelle serait cette projection selon toi? C'est pas une projection que je fais tout seul. Il y a plein d'analystes, mais il me semble même que Musk a dû l'évoquer à un moment donné, mais Twitter Musk parlait d'une super app, effectivement, et qui reposerait finalement sur de l'échange à la fois traçable à travers la blockchain, finançable ou payable à travers des crypto-monnaies, et avec des systèmes de propriété reposant sur NFT, qui était un peu le modèle, en tout cas, qu'il avait, je crois, mis en valeur au moment du dossier de rachat, voire peut-être même y compris dans le dossier qu'il a déposé auprès de la bourse américaine pour sortir de la cote Twitter. Exactement. Et alors, d'une manière beaucoup plus pragmatique et très simple, on pourrait imaginer demain d'ailleurs, dès 2023, que Twitter commence à proposer à ses utilisateurs un wallet de paiement adossé à une monnaie entre guillemets virtuelle, en tout cas des jetons qui seraient l'équivalent $1 et qui permettrait de faire du paiement. C'est le projet initial de Musk avec son fameux projet X. Tu sais que ça a été le fondateur de PayPal et donc il n'a pas complètement oublié cette ambition, Elon Musk. Donc Twitter peut être un réceptacle pour ce type d'application et ça peut être un débouché qui se base sur les cryptos et qui se base sur la blockchain. Et du coup, je vais revenir à ton deuxième point de tout à l'heure qui était finalement un peu celui de la fiabilité ou de la sécurité de ces cryptos, en tout cas ces crypto-monnaies déjà. J'étais hyper frappé, je tombais sur un article l'autre jour de crypto.com qui recensait les principaux hacks, crypto-hacks de l'année 2022. Et en fait, c'est absolument vertigineux. Alors évidemment, on a entendu parler de FTX, qui est une fraude beaucoup plus large qu'un hacking, même s'il y a également une couche de hacking sur le sujet. Mais en fait, on se rend compte que chaque mois, depuis le mois de janvier, il y a au moins 3 ou 4 grosses affaires de hacking, donc de vol de crypto-monnaies, pour le dire très simplement, sur des échanges. Et à chaque fois, on est, rien que sur le mois de janvier, là je l'ai sous les yeux, on est sur 130 millions de dollars de volés finalement dans le système. Et chaque mois, c'est des dizaines, des centaines de millions de dollars qui ont disparu, avec des vrais gens derrière qui se sont quand même fait escroquer, de toute évidence. Et donc, quand on est dans un système qui est là pour, en tout cas, gérer des rapports financiers, cette insécurité-là est quand même très inquiétante pour les utilisateurs, que ce soit d'ailleurs des institutionnels ou des gens comme toi et moi, et ça peut évidemment aussi se translater sur les NFT, parce que les NFT c'est une preuve de propriété, mais enfin si c'était si facile que ça d'usurper cette propriété, finalement autant que j'ai un coffre-fort avec mes pièces et mes billets à l'intérieur à la maison, non ? Mais en fait, tu dis 3 choses, tu viens de dire 3 choses extrêmement intéressantes. Le fait, d'abord, qu'il y ait énormément de hacks, c'est vrai. Le fait que il est plus intéressant peut-être d'avoir un portefeuille à la maison ou un coffre-fort à la maison. Et enfin que, finalement, on peut s'interroger en fait sur la pérennité de ces systèmes. Si jamais il y a vraiment une instabilité, fiabilité aussi faible, alors que ce sont des systèmes qui sont censés être des systèmes d'infrastructure d'échange de monnaie qui sont fondamentaux. Alors, pour la question des hacks, tu as raison. Les plus gros hacks, je crois, qui ont été menés ces dernières années, c'est plus de 600 millions de dollars juste sur un hacking. Je crois que c'était Ronin Networks qui avait subi ce hack, c'était en 2022. Il y en a eu un autre qui est de l'ordre aussi de 500 ou 600 millions de dollars qui a eu lieu en 2021. Donc, ce sont des sommes quand même qui sont conséquentes. Tu vois, c'est pas quelques et encore quelques millions de dollars. 600 millions de dollars, un demi-milliard de dollars. C'est quand même majeur.
On ne connaît pas ces vols-là, enfin depuis le temps des diligences, on les connaît pas dans la vraie vie. Aucune banque aujourd'hui dans le monde, Morgan Stanley ou la Société Générale, se fait pas voler 100 millions de dollars. Parfois un trader peut les perdre dans une journée, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il n'y a pas de hacking de ce niveau-là. Oui, et pourquoi? Parce que en fait, la techno est encore très immature. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des systèmes d'information qui sont quand même susceptibles de subir ce type d'attaque. Donc, on reste quand même dans un terrain qui est un terrain meuble, qui a besoin à la fois de sécurisation. Il y a des moyens de sécuriser, hein. Je veux dire, pour les gros porteurs comme pour les petits porteurs. On commence d'ailleurs à voir, et le phénomène FTX a accéléré, de plus en plus d'acteurs qui commencent à utiliser des coffres-forts personnels, digitaux, mais personnels. Comme tu disais, tu sais que aujourd'hui, la manière la plus sécurisée pour un porteur de crypto, c'est d'avoir ce qu'on appelle un cold wallet, un wallet qui est stocké dans une clé USB ou l'équivalent d'une clé USB qu'on porte chez soi. L'un des plus gros acteurs est d'ailleurs français, hein, c'est Ledger, qui propose ça. Et aujourd'hui, si des gens qui nous écoutent et qui sont porteurs de quelques crypto-monnaies, si vous utilisez des plateformes centralisées, hein, du type Binance, du type Coinbase ou d'autres, et sachez que en fait, vous ne détenez pas, entre guillemets, votre wallet, puisque ce qui fait qu'on détient un wallet, c'est quand on détient la clé privée de ce wallet. Quand vous avez un compte sur Binance, vous n'avez pas a priori la clé privée. La clé privée, elle est détenue par Binance. Mais alors, on nous aurait menti parce qu'on nous explique que tout ça est décentralisé. Mais en fait, c'est un mensonge, cette décentralisation, parce que finalement, les protocoles sont décentralisés, mais les acteurs qui rendent possible l'échange, l'achat, la vente, etc., sont de plus en plus centralisés finalement. Oui, et ça, alors, les protocoles restent décentralisés. Il y a des optimisations qui sont faites dans les échanges qui parfois recentralisent. On va pas rentrer dans les détails techniques, mais la recentralisation existe dans l'optimisation qui est faite aujourd'hui des blockchains qui sont utilisés dans les différents échanges. Ces plateformes, comme tu dis, par souci de simplification, c'est-à-dire pour essayer de rendre accessible le plus possible ces crypto-monnaies au plus grand nombre, eh bien, mettent en place des systèmes ultra simples où elles finissent par détenir les clés. Et puis, il y a un avantage pour elles, hein, c'est qu'elles détiennent aussi dans leur coffre les assets. Ça a été une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles la FTX est un tel scandale, c'est qu'il a utilisé les fonds. Le fondateur de FTX pour faire ses propres investissements, Bankman, il a travaillé avec les fonds de ses clients pour parfois même faire des dons pour des campagnes électorales. Donc, la meilleure façon de sécuriser aujourd'hui ces assets, c'est quand même de détenir son propre wallet et sa clé privée. Et pour ça, un cold wallet et donc un ledger, c'est là. Je fais pas de la pub pour Ledger, hein, c'est pas, mais ça reste quand même la meilleure solution aujourd'hui sur le marché. Donc oui, il y a la décentralisation. Tu as des actifs comme ça? Tu as des cryptos que tu as déplacés d'un actif vers un cold wallet? Très peu. Tu sais, moi, j'utilise beaucoup toutes ces nouvelles technologies. C'est mon métier, donc j'expérimente. Et donc, pour expérimenter, évidemment, j'ai pris quelques cryptos. Très peu, mais oui, j'ai basculé. J'avais un compte Binance. Avant le scandale FTX et j'ai basculé sur un compte Ledger. C'est drôle parce que j'avais une clé Ledger que j'avais achetée il y a quelques années que je n'avais pas du tout utilisée parce que je trouvais ça compliqué et en fait je me suis rendu compte de l'importance de cet outil. Donc oui, en effet. C'est ce que d'ailleurs disent les gens de chez Ledger. Le CEO de Ledger était interviewé récemment dans un quotidien français et expliquait qu'ils avaient multiplié par 10 leurs ventes dès le lendemain ou dès quelques jours qui ont suivi le scandale FTX, c'est-à-dire qu'il y a eu un retour finalement vers cette solution du cold wallet qui s'est fait bien naturellement d'ailleurs, et on est nombreux à avoir fait ça. Oui, mais c'est vraiment ça, il faut garder en tête, c'est comme disent les experts, not your private key and not your money. C'est vraiment très important de garder ça en tête, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs qui utilisent les plateformes comme Coinbase par exemple, mais ils ne sont pas à l'abri, ils ne sont vraiment pas à l'abri. Alors là, on a parlé de la fiabilité qui est, on va dire, parfois douloureusement ressentie et qui en même temps va probablement s'améliorer puisqu'on est sur un outil technologique. Donc par définition, les protocoles ont des bugs qui sont corrigés, progressent, avancent et on voit d'ailleurs que les principaux protocoles, hein, Ethereum, Solana, etc., font des progrès importants. La décentralisation, finalement, repose un petit peu sur les usages
du client final, de l'utilisateur. C'est-à-dire on peut vivre dans un monde totalement décentralisé avec les cryptos, mais qui parfois, pour des raisons de simplicité, est recentralisé par des acteurs, et certains sont sérieux, d'autres pas. On en a parlé. Enfin, à la fin, ça sert à quoi? C'est-à-dire que ça, c'est quand même la question que tout le monde se pose. Et je crois qu'il y a une réponse assez évidente, et je crois qu'on la partage, au moins sur le sujet du numérique. C'est que dans un monde numérique, utiliser une monnaie numérique, finalement, ça fait du sens. Ou des jetons numériques, ça fait du sens. Et c'est pas quelque chose de finalement si nouveau que ça, puisque ça fait bien longtemps que dans le jeu vidéo, par exemple, le métavers par excellence, depuis au moins 10-15 ans, on achète des objets virtuels ou des pouvoirs ou que sais-je, avec des monnaies numériques qui sont des systèmes finalement autoportants, alors qu'ils sont pas encore inscrits dans la blockchain, qui n'ont pas une valeur cotée, etc. Mais finalement, c'est la crypto-monnaie, ça peut faire du sens déjà dans le monde virtuel. Oui, en fait, encore une fois, il y a plusieurs réponses possibles à cette question. Il y a une réponse théorique et qui reprend l'histoire presque de l'Internet depuis les années 90, qui est cette grande vague de désintermédiation qu'on a vécue de tous les secteurs d'activité. Et là, pour le coup, la désintermédiation dont on parle, c'est celle des banques, et en particulier des banques centrales. Donc, le numérique et l'Internet, la culture d'Internet a toujours procédé de la même manière. Désintermédier, créer des liens directs entre les utilisateurs. Et là, avec les crypto-monnaies, eh bien, on se passe de banque centrale, on échange ces monnaies entre pairs avec des protocoles qui vont sécuriser, on l'a vu, plus ou moins, ces échanges. Ça, c'est la première question, la première réponse qu'on peut apporter, qui est presque philosophique. Ensuite, il y a une réponse pratique, c'est que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus facile d'échanger des monnaies virtuelles que d'échanger du cash ou de faire des transferts bancaires, tout simplement. Et beaucoup plus facile. Enfin, la complexité des usages est quand même assez affolante dans le monde de la crypto. Quand on est quelqu'un de pas spécialement versé dans la technologie, on apprend assez vite à utiliser une carte bancaire ou pour payer quelque chose sur Internet. Quand on se réveille un matin en se disant « Tiens, les cryptos, c'est intéressant, j'aimerais bien voir ça », on ne sait pas par quel bout le prendre. C'est quand même encore très complexe, non? C'est encore très complexe aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'acteurs qui ont essayé de simplifier ce processus. On a parlé des plateformes qui centralisent, mais je pense qu'on est tout début et que on va voir apparaître des processus, des applications, des systèmes qui vont fluidifier tout ça. Tu sais, je prends souvent comme exemple à cette idée simple que Apple est un bon critère. En fait, c'est un bon vecteur et en même temps marqueur du moment où une technologie ou un usage devient véritablement démocratique. Voilà. On l'a vu avec l'iPod, on l'a vu avec l'iPhone, etc. Pour l'instant, ça a été une révolution un peu sourde, mais Apple a quand même révolutionné aux États-Unis l'usage des comptes courants et l'usage de la carte bancaire. Ils sont devenus un acteur à part entière du monde bancaire avec leur wallet. C'est pas encore complètement le cas ailleurs qu'aux États-Unis, mais demain, Apple pourrait frapper monnaie aussi et devenir un acteur qui va nous permettre de détenir des crypto-monnaies et d'échanger ces crypto-monnaies de manière extrêmement simple, extrêmement fluide, un peu comme on le fait par exemple avec un PayPal, tu vois. Et tu penses que si aujourd'hui, justement, Apple critique les cryptos publiquement, puisque Tim Cook s'est prononcé plusieurs fois publiquement contre les cryptos, disant que ça ne l'intéressait pas, tout ça c'était du vent, etc. C'est le signe qu'ils sont en train de s'y intéresser et qu'ils vont finalement y aller, mais voilà, c'est ce qu'ils ont fait avec l'iPhone. Faut se souvenir que Steve Jobs, 1 an avant d'annoncer l'iPhone, expliquait que c'était absolument pas son sujet de lancer un téléphone. Donc ils sont très coutumiers du fait, donc ça peut tout à fait être ça. Ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose de plus profond chez eux, d'ordre philosophique, ou parce qu'ils ne veulent pas agacer les régulateurs, enfin parce qu'effectivement, on imagine bien un Apple ultra simplifié ses usages très complexes aujourd'hui. Complètement. Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que d'abord, Apple est Tim Cook, Apple a toujours été très soucieux de leur image et de leur
empreinte et de leur influence sur le monde, sur la culture, sur l'environnement, Donc, ils sont très soucieux de la manière dont leurs applications pourraient influencer l'économie, influencer dans le monde de la culture. Ils sont très engagés. Par exemple, le mouvement LGBTQ, ils sont très soucieux des questions environnementales. Donc, ils ne veulent pas faire de vagues, je pense. Hein. Donc, si jamais ils lançaient une application qui utilisait les crypto-monnaies, ce sera une application très, entre guillemets, très propre. Tu vois, très sage. Oui, très sage. Et il y a un autre phénomène que tu as suivi, parce que je sais que c'est un sujet on en a parlé il n'y a pas si longtemps, mais tu vois, ce qui s'est passé avec Ethereum et le grand merge que le fondateur d'Ethereum a voulu, autrement dit, passer d'une logique qu'il appelle de proof of work, pour chaque Ethereum émis ou transféré, demander énormément d'énergie et donc polluer énormément, tout simplement, à un autre protocole, Proof of Stake, où on n'a plus besoin de faire tourner des machines, mais plutôt de stocker des Ethers pour pouvoir faire ces transactions, eh bien, on a diminué, grâce à ce merge, l'impact environnemental de l'ensemble du réseau d'Ether et d'Ethereum de 99,9%. Tu vois, ce type de décision, ce type d'action, à mon avis, c'est exactement ce que pourrait porter Apple dans le monde des crypto-monnaies demain. C'est-à-dire une approche vertueuse, une approche positive. Alors là, on a parlé d'une approche environnementale, mais on pourrait translater ce phénomène peut-être plus dans le domaine social. Peut-être que Apple, j'ai aucune information, j'imagine. Ça nous donne un scoop. Non, aucune info, mais pourrait lancer un wallet avec une crypto qui, à chaque transaction, on verserait un pourcentage pour des causes, hein, pour des grandes œuvres, pour des causes. Donc, ça colle assez bien, je dirais, à la culture d'Apple. Et puis, ils sont très secrets, hein. Donc, jamais annoncé. Ouais. Et voire parfois mettre les gens sur des mauvaises pistes pour pouvoir eux-mêmes développer leurs produits avant de le sortir. On a souvenir aussi sur les tablettes, hein, quand Microsoft faisait des tablettes PC il y a peut-être 15 ans maintenant, Apple trouvait ça vraiment disgusting jusqu'au jour où ils ont lancé l'iPad, et évidemment c'est devenu absolument formidable, avec, c'est vrai, une amélioration de l'expérience utilisateur très importante. Mais c'est vrai que c'est plutôt leur modèle. Est-ce que justement, tu penses pas que je suis assez persuadé de ça, que finalement le premier usage conservateur ou propre ou acceptable de la crypto, c'est peut-être pas finalement le paiement immédiatement, ou les échanges en tout cas financiers, mais c'est peut-être plus les NFT, c'est-à-dire plus la preuve de valeur, puisqu'on a quand même aujourd'hui la preuve de propriété, la preuve de propriété. C'est-à-dire cette capacité qu'on pourrait avoir à, dans une chaîne distribuée, avoir la preuve que nous avons acheté tel objet, dans le monde physique ou dans le monde virtuel d'ailleurs. Hein, et c'est vrai qu'on parle souvent des NFT comme une œuvre d'art numérique. Enfin, on a aujourd'hui des NFT de tableaux physiques, hein, ou de montres. On achète une montre aujourd'hui, il y a un certain nombre de marques qui fournissent le NFT qui prouve le certificat d'authenticité finalement inviolable. Et c'est d'ailleurs une explication qui en général fonctionne bien. Moi, quand on me pose la question, mais c'est quoi ces histoires de crypto, de NFT, etc. Pour l'exemple de NFT, je prends assez facilement l'exemple des certificats d'authenticité qu'on nous donne parfois avec l'achat d'un objet de valeur. Bah finalement, jusqu'à présent, c'était un bout de papier. Donc un bout de papier, ça se scanne, ça se photoshop, ça se copie, tout ce qu'on peut imaginer faire avec un bout de papier. Si on inscrit ça dans une blockchain numérique qui est donc distribuée par définition, on l'espère inviolable si le protocole fonctionne bien, cette preuve finalement, elle est beaucoup plus forte et donc beaucoup plus opposable que ce petit bout de papier. Donc tu penses pas que les NFT finalement, ça peut être un biais de démocratisation de ces sujets de crypto? Complètement, je pense que les NFT est une des applications des blockchains qui est très intéressante parce les NFT permettent de créer de la rareté dans un monde qui est un monde d'abondance. Et donc, au-delà du fait de garantir la propriété d'un bien, qu'il soit virtuel ou physique, alors tu parlais des montres, il y a une start-up française qui fait ça très bien, qui s'appelle Ariani, qui crée une sorte de certificat numérique associé à tous les
tous les objets de luxe qu'on peut détenir et ça crée d'ailleurs tout un écosystème derrière parce que on peut rattacher la montre qu'on a achetée en seconde main à ce certificat. La marque peut avoir un accès aussi au nouvel acheteur, etc. Donc, on a tout un écosystème, une série de services qui sont déployés grâce à ces NFT. Donc, preuve de propriété. En revanche, peut-être un lapsus intéressant tout à l'heure en parlant de preuve de valeur. C'est probablement là que ça pêche aujourd'hui. C'est qu'il y a eu beaucoup d'abus autour des NFT. D'ailleurs, la bulle a explosé probablement à cause de ces abus. Oui, il faut se souvenir que des petites images pixelisées de quelques carrés pouvaient être vendues des dizaines de milliers de dollars. Oui, bon, c'était complètement déconnecté finalement de leur valeur, y compris artistique, si tant est qu'on puisse mettre une valeur sur de l'art. Mais... Complètement. Les Bored Ape, tu sais, ces petites images qui, pour certaines, étaient vendues 300 000, 400 000 dollars. Ouais. En fait, pour moi, sont des scams. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu as déjà essayé, c'est très simple aujourd'hui de minter un NFT, c'est-à-dire de créer un NFT. On peut le faire très facilement, il y a des plateformes qui le proposent. Sur OpenSea, par exemple, on peut le faire. Il y a même des plateformes encore plus simples qui le permettent. Et Carlos Diaz, qui a créé une plateforme qui s'appelle Uncut.fm, qui permet d'associer d'ailleurs chaque épisode d'un podcast à un NFT. C'est ce que je fais sur mon podcast. Et c'est très simple d'utilisation. Le problème, c'est que en tant que créateur d'un NFT, et c'est là qu'il y a eu des abus, tu peux toi-même décider de la valeur de ce NFT. C'est-à-dire qu'au moment de l'émission, tu peux dire que ce NFT, je sais pas, vaut 100 000 dollars. Pour autant, il ne faut pas vraiment 100 000 dollars tant qu'il n'y a pas eu une transaction sur une plateforme ou un exchange qui valorise en fait cet NFT. Sauf que c'est très simple dans un pool de détenteurs qui sont assez fortunés, souvent en crypto-monnaie, de s'organiser pour coter de manière complètement artificielle des NFT. Et c'est souvent ce qui s'est passé d'ailleurs avec des NFT qui étaient émis. Tu avais un pool de détenteurs qui s'amusaient à s'échanger des NFT au travers de leur wallet, certes qui était assez fourni, mais qui en fait faisaient des fausses transactions dans le sens où ils se passaient ces NFT à chaque fois avec des montants faramineux. Donc ils cotaient les NFT, mais ces NFT n'avaient pas vraiment de valeur. C'était des valeurs complètement fictives. Et c'est très simple à faire. Donc cette bulle, elle a été créée quasiment de toutes pièces et qu'elle explose est probablement une très bonne chose aujourd'hui parce que, encore une fois, on est dans la phase de désillusion qui va nous amener à séparer le bon grain de livret et nous amener à vraiment développer les vrais systèmes, les vrais outils, les vraies applications, les vrais usages qui vont utiliser les mêmes technologies mais qui vont avoir un sens. Et si ces sous-jacents sont finalement positifs, valorisables, utiles à la société, se pose la question de la régulation, puisqu'on sait évidemment bien que ces outils peuvent être utilisés pour tout un tas d'usages délictueux. Blanchiment d'argent, c'est ce qui revient le plus souvent. On dit les bitcoins, c'est ce qui permet de blanchir de l'argent de la mafia, l'argent, etc. Bon. Donc, ça veut dire régulation. À ton avis, quelle régulation est souhaitable pour cet univers? Et quand je parle de régulation, on voit bien que des organismes très respectables, mais très traditionnels, comme l'AMF, pour les marchés financiers par exemple, regardent ce sujet de près et finalement cherchent à appliquer une forme de régulation qui est identique ou très proche de celle d'autres actifs cotés aujourd'hui, comme les actifs de Rodex par exemple. Est-ce que c'est une bonne chose de réguler? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Les libertariens vont expliquer que c'est la fin du principe de cette décentralisation et de ce modèle libre, ou au contraire d'autres disent oui, mais je ne régule pas, je suis pas crédible, et si je suis pas crédible, ça ne deviendra jamais un outil qui va se généraliser. Donc comment tu te positionnes par rapport à ça? Moi j'avoue que je suis très perplexe. Je pense que la régulation est probablement souhaitable, mais jusqu'où? Et quel type de régulation finalement? La liberté totale permet beaucoup de créativité en fait. Plus on est libre, plus on peut tester des choses, plus on simplifie aussi les processus de création et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au tout début, avec ces technologies, il n'y avait aucune régulation, aucune limite et on a vu fleurir énormément de projets, d'initiatives. Là,
on arrive à un moment où la régulation va s'imposer. Elle est clairement, elle est indispensable, hein, parce qu'on parle de montants entre 30 et 50 milliards dans l'affaire FTX. Quand même, c'est pas rien avec des possibilités d'impact sur les marchés traditionnels, sur l'économie traditionnelle. Donc, c'est quand même très important de bien réfléchir à ce qu'on fait. On ne peut pas non plus tout laisser sans limite. Mais en même temps, et je ne suis pas un expert du domaine, donc je vais éviter de dire des bêtises, mais il me semble quand même que c'est une affaire extrêmement complexe. Parce que quand tu regardes ce que disent les acteurs internationaux, par exemple le FMI, qui dit qu'on ne peut pas faire ça non plus n'importe comment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire, parce que c'est quand même s'enlever la possibilité d'innover, tout en ne laissant pas ces marchés sans contrainte. Comment est-ce qu'on fait dans un environnement international, dans un environnement où les juridictions sont très différentes d'un pays à un autre? Que certains pays, par exemple, érigé le Bitcoin en monnaie nationale. Exactement. Et d'autres pays où ils sont formellement, l'usage des crypto-monnaies sont formellement interdits. Donc c'est très très difficile de travailler à l'échelle globale. C'est très difficile même d'imaginer qu'on puisse créer une sorte de framework de régulation globale à l'échelle internationale portée par, je sais pas, par le FMI, par l'ONU, par la Banque mondiale, j'en sais rien, par un acteur qui serait en mesure de faire en sorte que tous les acteurs discutent entre eux. Et ça va être malheureusement, je pense, de plus en plus difficile, vu la situation géopolitique, de coordonner des projets internationaux comme cela. Donc, c'est, pour répondre à ta question, à mon avis, un équilibre à trouver entre liberté et régulation, qui, si on était dans un monde parfait, idéal, où tout le monde pouvait travailler ensemble et discuter ensemble, pourrait peut-être aboutir à un framework. Un framework d'ailleurs qu'il faudrait adapter très très vite, parce que ces technologies avancent extrêmement rapidement, donc il faut être capable d'être très agile. Oui, ce qu'il faut comprendre pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des protocoles. Et donc des protocoles, en gros, c'est du code informatique. Et ce code informatique, il évolue en permanence. Il y a des versions, comme on a des versions d'iPhone ou des versions de logiciels de tout type. Il y a des versions, finalement, de ces protocoles qui apportent des services nouveaux, différents. Tu as évoqué tout à l'heure, d'ailleurs, le changement d'Ethereum, de Proof of Work à Proof of Stake. Et de Proof of Stake, pardon, Proof of Work of Proof of Stake, j'y arrive. Et donc, effectivement, ça bouge tellement vite que la régulation, elle n'est pas structurée aujourd'hui pour bouger aussi vite. Mais non, elle est certainement pas. Elle est dans un environnement où la viscosité est telle que elle n'arrive pas à suivre, en clair. Donc, j'ai envie de te dire oui, il nous faut réguler, non, il ne faut pas interdire, et en même temps, je vois pas comment c'est possible aujourd'hui. J'ai beaucoup de doutes sur notre capacité à le faire. Et c'est peut-être un bon résumé de la conversation qu'on vient d'avoir, c'est que on sent bien qu'on est sur quelque chose qui présente des sous-jacents très intéressants, mais dont l'évolution est encore à mûrir. Enfin, il y a une notion de maturité finalement qui n'est pas encore là probablement, et la question que ça peut poser, c'est voilà, il va falloir combien de temps pour arriver à un système crypto au sens large du terme crypto mature. C'est évidemment impossible de répondre à cette question, donc je ne vais pas te la poser comme ça, mais dit de façon même encore plus grandiloquente, et pour conclure cette discussion, à ton avis, est-ce que les cryptos vont changer le monde? Vont-ils changer le monde? Il y a peut-être un usage des cryptos qui peut changer le monde. Ça mériterait un podcast à part entière, hein. C'est l'usage de ces blockchains et de ces monnaies, on va parler de tokens, pour créer des organisations qui ne sont pas centralisées, des organisations qui sont décentralisées et qui utilisent les blockchains pour leur gouvernance. Que ce Donc soit, là, tu parles des DAO, c'est ça? Je parle des organisations décentralisées autonomes, ce qu'on appelle les DAO, qui sont qui ont un potentiel extraordinaire pour les organisations de demain, ou les organisations, les entreprises, hein, ça peut être
des organisations à l'échelle étatique, ça peut être de plus petite taille. Je connais des projets, par exemple, qui sont en train d'être développés de DAO pour aider des réfugiés à s'installer en essayant d'organiser à la fois leurs moyens, les fonds qu'ils vont récolter, en essayant de tracer aussi les échanges qui sont réalisés dans ces communautés. Il y a plein d'autres exemples de DAO, certaines qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Mais là, pour le coup, on est face à une technologie et un usage de cette technologie qui peut changer le monde, qui peut changer l'économie, qui peut changer l'organisation de la vie en société. On n'en est pas encore là. Ce qui est sûr, c'est que si ces technos peuvent changer le monde, il faut que le monde, autrement dit nous, soyons en mesure aussi de changer l'usage de ces technologies. C'est-à-dire qu'il va falloir nous doter des moyens de réguler, sans quoi on est dans une situation de grand risque, comme on a pu le voir ces derniers mois avec des situations de déviance, type FTX, qui mettent en péril des économies tout entières. Donc oui, ça peut changer le monde, mais il va falloir qu'on se mobilise aussi pour faire en sorte que ça change le monde positivement et pas pour le pire. Et ben, ce sera le mot de la fin. Merci Michel. Merci Julien.